Nous souhaitons la bienvenue à cet avant-midi qu'on a intitulé « La révolution énergétique est en route, logistique, hydrogène, zone à faible émission, projet et impact sur notre territoire ». Donc c'est un vaste sujet et on va tout d'abord se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis Stéphane Dreyer, je suis chargé d'études principales mobilité réseau. Et je suis accompagné par Didier Taverne, directeur d'études socio-économiques à l'agence d'urbanisme. Tout d'abord, juste quelques règles pour le bon déroulement de cet avant-midi. Donc, quand on va faire les présentations, nous vous remercions de bien vouloir couper votre micro, vos caméras, de fermer vos logiciels pour avoir la meilleure bande passante possible. Nous vous rappelons que cet avant-midi est enregistré, donc il sera consultable sur notre site internet après la séance d'aujourd'hui. Et donc voilà, quelques principes généraux. Je vais maintenant partager mon écran et on va tout de suite basculer dans le vif du sujet. Alors, donc, voilà. Donc l'avant-midi, ça je vous l'ai présenté. Donc cet avant-midi, il se cale sur deux publications que l'agence d'urbanisme a récemment réalisées. Une première publication consacrée à l'hydrogène et une deuxième publication traitant des chaînes logistiques. Donc ces études sont parues au cours de l'été 2021, elles sont toutes récentes et elles sont téléchargeables sur notre site internet. Alors, ces études, elles s'inscrivent dans un contexte législatif très, très riche, parce que la problématique des transports, de la logistique urbaine, de l'industrie, de la mobilité s'inscrit vraiment dans un contexte où les lois et les stratégies évoluent très vite. Donc, en 2019, on a eu la loi d'orientation des mobilités qui a fixé un certain nombre d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre au niveau des transports. Un horizon 2030, on a fixé, la loi fixe un objectif de moins 37% des émissions de CO2. En 2050, un objectif de neutralité carbone. Donc, on va avoir une incidence sur les problématiques de la logistique urbaine. En 2020, l'État a lancé la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France, donc avec un objectif de 7 milliards d'euros d'investissement au niveau de l'État pour déployer des électrolyseurs, de la mobilité lourde, des industries. En 2021, on a eu la loi climat et résilience qui instaure des zones à faible émission mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, donc Mulhouse est concernée. Et en 2021, on a également eu un plan national en faveur de la cyclo-logistique, donc avec la possibilité de subventionner l'achat de vélos cargo. Donc on s'inscrit vraiment, les problématiques de l'hydrogène, du transport, de la logistique s'inscrivent vraiment dans un objectif de verdissement. Et ça fait tout de suite le lien avec l'étude logistique qui traite des enjeux du développement de l'hydrogène, potentialité, stratégie des acteurs et projets de M2A, projet au niveau de M2A, au niveau du Sud-Alsace. Donc, ma présentation, elle va être assez rapide. On va d'abord présenter quelles sont les différentes façons de produire de l'hydrogène. On présentera après rapidement les stratégies nationales des États au niveau de l'hydrogène. On passera ensuite sur les exemples d'usage, les exemples de production, des exemples d'écosystèmes, pour après arriver à l'exemple M2A et Sud-Alsace, où en est-on par rapport à l'hydrogène, avec un certain nombre de préconisations. Donc aujourd'hui, au niveau de la production hydrogène, au niveau français, l'hydrogène, elle est principalement produite avec des dérivés du gaz ou du pétrole. Donc, on a une production qui est essentiellement carbonée. 95% des 880 000 tonnes d'hydrogène produites chaque année en France sont issues d'énergies fossiles. On a seulement 5% qui sont produits par électrolyse, donc l'hydrogène vert. Et donc, il y a un véritable enjeu à renforcer cette part d'hydrogène vert.
d'une part en réduisant les coûts de production. Aujourd'hui, l'hydrogène vert est beaucoup plus coûteux que l'hydrogène carboné. Pour 1 kilo d'hydrogène vert, il faut compter entre 4 et 5 dollars de production. Pour l'hydrogène carboné, gris, c'est entre 1 et 2 dollars. Donc, pour réduire le coût et l'attractivité de l'hydrogène vert, il y a un enjeu de massifier la production, jouer sur les normes, massifier les usages, jouer sur les taxes aussi, notamment la taxe carbone. Donc, ça permettrait justement d'avoir un verdissement et de basculer vers cet hydrogène vert. Alors, on est sur, par rapport à l'hydrogène, sur une innovation disruptive. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un article dans la presse ou un colloque ou un séminaire qui aborde cette problématique-là. Donc, beaucoup d'enthousiasme, mais on est sur un sujet où il y a un saut du secret qui est très fort. Les industriels ont des projets, mais ils ne communiquent pas dessus. Lorsque les techniciens des collectivités travaillent sur cette thématique-là, ils signent des clauses de confidentialité. Donc, c'est assez compliqué d'avoir une vision d'ensemble par rapport à l'hydrogène. On est aussi sur un sujet où chaque acteur joue sa carte. On a les collectivités ou l'État qui développent des stratégies, des visions d'ensemble. On a les grands groupes industriels qui élaborent leur propre démarche. Par exemple, l'industrie chimique se fixe l'objectif de décarboner leur production d'hydrogène, qui est aujourd'hui majoritairement gris. Donc, il y a des investissements colossaux qui vont être réalisés par ces grandes entreprises. Il y a également des groupes comme EDF avec sa filiale Dynamix qui encourage la réalisation d'écosystèmes d'hydrogène locaux. Et on a également un réseau de PME et de TI qui, eux, se positionnent plus en amont des usages. Par exemple, il y a H2V qui déploie des bornes de recharge hydrogène à travers la France pour lancer les usages. Donc là, on est plus dans une logique de pari et de se positionner le plus en amont sur un marché qui peut être considérable par la suite. Et donc, on a la question capitale des usages. Aujourd'hui, la production d'hydrogène et notamment la production d'hydrogène vert, elle commence à se structurer, on commence à mieux savoir le produire. Par contre, les usages, les débouchés restent toujours un sujet en dehors de l'industrie. Donc, il y a les mobilités lourdes, ça c'est clair. Mais cette question des usages, elle est tellement centrale que lors de l'appel à projet écosystème hydrogène qui avait été lancé par l'ADEME en 2021, dans le cahier des charges, l'ADEME demandait à ce que 50% de l'hydrogène produit sur un territoire soit consommé par un ou plusieurs acteurs, mais que ce soit garanti en termes de consommation pour maintenir la viabilité de l'écosystème. Et on est sur un sujet très incertain. Aujourd'hui, tout le monde parle d'hydrogène, mais on ne connaît pas la technologie qui va prendre le dessus par rapport à une autre. Est-ce qu'il faut tout miser sur l'électrolyse? Est-ce qu'il faut créer un réseau d'hydrogénoducs de canalisation pour transporter l'hydrogène et pour alimenter les industries, les mobilités lourdes? Est-ce qu'on va avoir une démultiplication des usages? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Il faudra attendre une dizaine d'années pour voir ce qu'il en ressort. Donc, par rapport à ce contexte d'incertitude, les stratégies et les ambitions des États doivent prendre en compte cette incertitude. Au niveau de l'Union européenne, l'objectif affiché, c'est de produire massivement de l'hydrogène vert. C'est de passer de 2 à 14% dans le mix énergétique européen, la part de l'hydrogène. Donc, vraiment une augmentation massive. Au niveau français, on a plus une logique décentralisée en termes de stratégie hydrogène, avec des écosystèmes territoriaux, avec une déclinaison au niveau régional, où il y a un encouragement à développer des écosystèmes hydrogène au niveau des territoires, avec une collection, collectivités et acteurs de l'hydrogène. L'Allemagne souhaite inscrire l'hydrogène au cœur de son système énergétique, puisque 40% de l'énergie électrique est produite par du renouvelable en Allemagne, donc souvent intermittent. Donc l'hydrogène peut être une composante du mix énergétique, et c'est pour ça que l'Allemagne réfléchit à un réseau d'hydrogénoducs aussi au niveau national. La Suisse, c'est un pays qui est plutôt bien positionné, parce que beaucoup d'hydroélectricité y est produite, donc l'électricité verte, donc qui permet de produire de l'hydrogène vert.
Et avec la taxe poids lourd, il y a vraiment un cocktail favorable au développement de l'hydrogène. Il y a des usages mobilité lourde, poids lourd, au niveau de l'hydrogène. Donc, on a des logiques propres à chaque État. Et le sud d'Alsace se situe à la jonction de 3 États, France, Allemagne, Suisse. Donc, ça peut être vu comme une difficulté, mais c'est aussi une importante opportunité. Alors, quand on parle d'hydrogène, il faut aussi voir un peu les exemples d'application. Donc, il y a beaucoup de façons de produire de l'hydrogène vert. On peut avoir du couplage entre des éoliennes qui produisent de l'électricité. Cette électricité est utilisée pour produire de l'hydrogène vert par électrolyse. Donc, ça, c'est un exemple. On a également des usages, au-delà de l'usage industriel, qui peuvent être importants. On a l'usage notamment mobilité lourde. Par contre, aujourd'hui, on a peu de modèles hydrogène au niveau des voitures particulières, au niveau des camions. Les trains, ça commence à se développer au niveau de l'Alstom. Donc, on est sur quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur et les constructeurs se mettent en ordre de bataille. On a aussi des logiques d'écosystème, c'est-à-dire production et consommation sur un même territoire. L'exemple de Dijon est intéressant puisque au niveau de leur usine d'incinération, ils produisent de l'électricité fatale avec la chaleur et cette électricité fatale produit de l'hydrogène fatal qui va être utilisé ensuite par le réseau de 250 bus et de 40 bennes à ordures qui vont basculer à l'hydrogène. Mais vu qu'il n'y a pas trop de modèles de bus à hydrogène aujourd'hui, Dijon s'est rapproché à d'autres agglomérations pour faire un groupement de commandes par rapport aux bus à hydrogène et par rapport aux bennes à ordures. Et on a des intégrations aussi fortes comme à Saint-Avold où il y a un réseau d'hydrogène-duc qui va être déployé à l'échelle trinationale entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Et en France, il va y avoir un gros centre d'électrolyse sur une ancienne centrale thermique électrique. Donc, sur cette diapo, on a des exemples de production, des exemples d'usage, des exemples d'écosystème. Quand on a posé ce cadre théorique, maintenant, on se pose la question de l'échelle mulhousienne. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on a compilé un certain nombre de données et on a tout d'abord identifié des entreprises potentiellement hydrogènes, avec la difficulté qu'il y a à les identifier. Donc là, c'est Didier des tavernes qui s'y est collé. Donc, dans les fichiers, on n'a pas de nomenclature spécifique hydrogène. Donc, il y a eu un travail d'identification des entreprises potentiellement hydrogènes. Donc, il y en avait 240 environ. Et après, on a filtré les plus grandes entreprises supérieures à 10 salariés. Et après, il n'en restait plus que 100. Et après, entreprise par entreprise, on a regardé s'il y avait de l'hydrogène dans leur process de production, de fabrication. Et ça a été un travail qui s'est fait en lien avec les sites internet. Donc, sur la carte à gauche, on a représenté en gris les producteurs, les entreprises produisant de l'hydrogène. Donc, il y a par exemple l'entreprise Linde sur la plateforme de Chalampé. Il y a l'entreprise Tronox à Thann. Là, c'est de l'hydrogène fatal. Donc, on n'a vraiment que 2 sites. En bleu, on a représenté les consommateurs d'hydrogène. Donc là, c'est plus l'industrie chimique qui est localisée le long du Rhin, ainsi que les usines d'aluminium dans le secteur de Neuf-Brisach-Bissheim. Et on a une spécificité aussi, on a des entreprises qui relèvent des équipementiers hydrogène. Donc, il y a par exemple Cryostar qui réalise des conduites et qui travaille sur l'hydrogène. On a Clemcy, on a l'entreprise Liber à Colmar qui travaille aussi sur des moteurs à hydrogène. On a également fait figurer John Cockerill, qui est une entreprise qui va s'installer à Spac et qui va construire des électrolyseurs à hydrogène, donc qui va créer 250 emplois. Et là, on ne l'a pas représenté sur la carte, il y a McPhy qui va également s'installer dans le territoire de Belfort, qui est l'un des leaders mondiaux en termes d'électrolyseurs. Donc, on a vraiment un écosystème industriel qui est vraiment intéressant et qui est vraiment puissant pour l'hydrogène, avec de gros producteurs, de gros consommateurs, des équipementiers, le tout sur un territoire assez petit.
On a également regardé les réseaux de transport de gaz naturel. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être une opportunité pour transporter de l'hydrogène en le mélangeant avec du gaz naturel. On peut aller jusqu'à une part de 15-20% en réalisant des adaptations techniques au niveau des réseaux. Et sur cette carte-là, on a également présenté un réseau hydrogène local au niveau de la bande rhénane, puisque l'entreprise Linde envoie de l'hydrogène par conduite vers Butachimie ou même jusqu'à Euroglass au sud, qui est un fabricant de verre et qui a besoin d'hydrogène. Donc, on a une forte densité d'infrastructures gazières dans le Haut-Rhin. C'est aussi une opportunité pour le développement d'un écosystème hydrogène. Autre aspect intéressant, c'est sur la carte, on a représenté le parc poids lourd. Dans le Haut-Rhin, on compte 7400 camions à peu près, et dans M2A, on en compte 2400, principalement localisés sur Isaac, sur Ixheim, sur Sausheim, dans les zones d'activité de l'ESPAD, Ixheim, l'île Napoléon, avec la présence d'entreprises comme Portman, RIS, Jeffco, et qui sont de potentiels utilisateurs d'hydrogène, parce qu'on a des problématiques de ZFE qui prennent de plus en plus d'ampleur. Pour la mobilité lourde, camion, l'hydrogène est vraiment attractif parce qu'il permet vraiment des déplacements sur une longue distance en autonomie. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. On a aussi un atout, c'est qu'on a un important réseau ferroviaire, fluvial et aérien qui sont également d'importants utilisateurs potentiels d'hydrogène. On pourrait très bien imaginer des péniches à hydrogène. À terme, on aura sans doute du transport aérien hydrogène. On peut avoir des trains hydrogène aussi sur les gares ou sur les lignes où on a des dessertes de trains thermiques, comme dans la vallée de la Thur, comme dans la vallée de Münster, ou sur le secteur vers Neuf-Brisac. On a également représenté sur cette carte, avec les ronds rouges, les parcs d'autobus ou d'autocars. Donc là, il y a les réseaux urbains de Colmar et de Mulhouse qui ressortent bien, celui de Saint-Louis Agglomération également. Il y a également tout un maillage d'entreprises locales d'autocars pour le transport scolaire. Donc c'est également autant d'utilisateurs potentiels d'hydrogène dans la perspective du verdissement des flottes. Donc, on a également un peu regardé à l'échelle M2A Sud-Alsace, voir quels étaient les projets, les initiatives en termes d'hydrogène. Elles sont nombreuses. Au niveau M2A, il y a le projet Blue Industrie qui prend en compte une dimension industrielle, qui fixe aussi l'objectif d'installer des bornes de recharge hydrogène à destination des camions. Il y a la société H2V qui souhaite installer une station-service hydrogène dans le secteur Haute-Marsheim. Et on a de multiples initiatives ou réflexions à l'échelle des EPCI. On a également des objectifs au niveau des universités de mieux prendre en compte cette thématique-là. Mais aujourd'hui, c'est très fragmenté, en fait. Il y a beaucoup d'initiatives, des initiatives industrielles, il y a des initiatives des collectivités. Elles sont riches, mais il est nécessaire de les amplifier et de les coordonner. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire quand on pousse un peu tout sur la table? C'est que les écosystèmes hydrogène M2A et Sud-Alsace présentent un très fort potentiel pour les usages industriels et les mobilités lourdes. Ils présentent également la spécificité de concentrer des équipementiers de l'ingénierie intégrante d'hydrogène dans leur réflexion. Donc, on a un écosystème potentiellement très complet. Et on a un écosystème qui pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur en ayant une dimension transfrontalière, lien avec la Suisse, lien avec l'Allemagne, mais également avec le Nord-Franche-Comté qui est très avancé sur l'hydrogène au niveau de l'UTBM, au niveau des industriels. Il y a par exemple Forestia qui a développé tout un tas de travaux de recherche pour créer des réservoirs capables de stocker l'hydrogène, parce que c'est des réservoirs vraiment spéciaux, spécifiques en carbone, pour stocker de l'hydrogène à 350, 400 bars, donc on est vraiment sur des pressions très, très importantes. Donc, par rapport à ces constats, quels enjeux, quelles préconisations on pourrait faire? Donc, bien évidemment, élaborer une feuille de route d'hydrogène entre les collectivités, les partenaires industriels, les partenaires de mobilité lourde, vraiment construire une stratégie ensemble, faire écosystème dans le cadre de cette stratégie à une échelle
la plus large possible, c'est-à-dire à l'échelle au moins sud-Alsace, pour notamment fiabiliser production et consommation d'hydrogène au niveau d'un territoire, et en prenant également en compte les territoires peu denses, du Sundgau, des vallées, qui ont également des besoins spécifiques et qui pourraient se rapprocher à cet écosystème sud-alsace. L'une des préconisations aussi, c'est de s'appuyer vraiment sur les 3 spécificités de notre territoire, à savoir le Rhin. Le Rhin, c'est de l'eau, donc de l'eau qui peut être utilisée pour produire de l'électricité verte, avec les hydroélectriques, mais qui permet également aussi de produire de l'hydrogène avec de l'eau, avec l'électrolyse. Le Rhin qui est support d'industrie chimique, qui est consommatrice d'hydrogène et qui est également support d'un trafic fluvial important, donc qui peuvent être aussi de potentiels utilisateurs d'hydrogène. La 35, pourquoi? On parle de taxe poids lourd. Et on a énormément de poids lourds sur la 35, donc il y a un enjeu de verdissement et l'hydrogène pourrait y participer. Et bien sûr, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure, c'est l'aspect transfrontalier. Donc l'idée aussi, ce serait d'avoir l'ensemble des cartes en main à l'échelle de ces territoires larges pour pouvoir répondre très rapidement aux appels à projets lancés par l'ADEME, par l'État, pour favoriser les écosystèmes territoriaux. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez court, assez succinct. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. S'il n'y en a pas, je propose de passer directement à la présentation de Didier et on pourra en discuter par la suite. À toi la parole, Didier. Alors, je vais prendre la parole. Alors, attends que je retrouve le petit. Après, tu continues. Tu cliques. Ouais. Voilà, donc je vais prendre la suite avec un travail qu'on a réalisé, toujours avec Stéphane, sur les chaînes logistiques. Alors, ce n'est pas le premier travail qu'on consacre à la logistique. Je crois que depuis 10 ans, il y a eu au moins 3 études consacrées à la logistique. Ce qui nous a intéressé cette fois-ci, c'est de dire, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans la logistique et en quoi ça impacte le territoire. Alors, on a 2 échelles de travail. La première échelle du travail, c'est la chaîne mondiale, ou les chaînes mondialisées de valeur qui font qu'un produit, alors là, on a pris un exemple typique, c'est un vélo, c'est tout bête, un vélo, mais il y a des bouts qui viennent des 4 coins du monde. Et pour une majeure partie de nos produits, que ce soit notre électronique, etc., eh bien, les biens qui composent ces produits sont d'origine diverses et multiples. Et puis, l'autre échelle de travail, c'est l'échelle locale. Alors, l'échelle locale, pourquoi? Parce que les produits finissent toujours par arriver dans une entreprise ou chez un particulier. Et que finalement, on met beaucoup l'accent sur, par exemple, les émissions de CO2 du transport maritime, mais on voit bien que la livraison, ce qu'on appelle du dernier kilomètre, est bien plus émettrice, relativement. Ça génère du trafic routier, c'est une partie importante du coût en transport. Faire venir un t-shirt de Chine, le coût en transport avec des capacités énormes de transport des porte-conteneurs. Aujourd'hui, le coût en transport longue distance des biens est faible. Alors bien sûr, ça c'était avant le Covid, puisque les prix ont été multipliés par 6 ou 7, mais il est probable qu'on va revenir à la normale, et donc avec une tendance à l'abaissement des coûts de transport longue distance des biens. Mais une grosse partie du coût en transport, c'est le transport du dernier kilomètre. Il y avait une entreprise de produits bio de Strasbourg qui était intervenue il y a quelques années dans un séminaire à la CCI. Cette entreprise avait réalisé son bilan carbone et puis avait mis en place une politique de sourcing, comme on dit, d'approvisionnement pour privilégier les circuits courts, autant que faire se peut. Donc, ils avaient réduit énormément, effectivement, le bilan carbone de l'entreprise, sauf que plus de la moitié du bilan carbone était imputable au client final qui venait chercher en véhicule personnel leurs produits.
Donc là, on a vraiment des problèmes spécifiques qui sont liés à ce dernier kilomètre, parce que c'est de la pollution, parce que c'est de l'embouteillage urbain, parce que c'est des émissions de CO2 importantes. Et donc, il y a aussi la question qui se pose, ça va être comment réduire les problèmes posés par ce dernier kilomètre. Sur l'échelle, je dirais, mondialisée, on a bien sûr aussi des enjeux qui sont divers, hein, qui sont aussi des enjeux de décarbonation. On voit bien comment les grands porte-conteneurs commencent à fonctionner au gaz maintenant. Les camions, bah, on en a parlé déjà un petit peu, pourquoi pas des camions électriques, des camions hydrogène. Et puis, il y a un problème qui se pose, on l'a bien vu avec la crise Covid et qui continue, au niveau de ces grandes chaînes de valeur mondialisées, ce sont les risques géopolitiques, par exemple, avec la difficulté de s'approvisionner en certains produits. Alors, ça peut être des puces, des terres rares, etc., qui impose aussi au niveau européen, mais après au niveau national, de faire des efforts pour réduire la dépendance à ces chaînes de valeur mondialisées. Concernant la situation du Haut-Rhin et de 2A, bon, on peut faire une première remarque, c'est que finalement, comme tout le monde, nous consommons des biens inscrits dans des chaînes de valeur mondiales. Ces chaînes de valeur mondiale induisent beaucoup de flux. On retrouve là la carte des poids lourds, beaucoup de flux sur M2A et sur le Haut-Rhin. Par contre, je dirais, on n'est pas un territoire d'entreposage. Alors, tant mieux pour la consommation de foncier, puisque ce sont quand même les entrepôts logistiques posent quand même un problème d'utilisation de foncier. Mais tant pis pour les emplois, ce sont les emplois qui sont de niveau de qualification moyen, donc qui pourraient convenir à toute une partie du public mulhousien qui est en situation de chercher du travail. Et nous n'avons malheureusement que très peu de capacité d'entreposage. Nous ne sommes pas un territoire de grande logistique, il y a des petits entrepôts, mais il n'y a pas de grands entrepôts. Ils sont construits très peu au regard de ce qui se fait, par exemple, dans le Bas-Rhin, dans d'autres régions de France. Je pense au nord de la France, actuellement à l'ouest de la France, dans le sillon rhodanien. On est vraiment, j'allais dire, des nains en matière d'entreposage. Par contre, on a beaucoup de flux, beaucoup de camions, et bien sûr, il y a l'enjeu, on l'a déjà dit, c'est l'enjeu de décarboner toute cette flotte de poids lourds. Alors, parmi les grandes évolutions en cours et sur la logistique du dernier kilomètre, on a vraiment des changements multiples et variés. Avec le confinement, un mouvement qui était déjà important ces dernières années, c'est renforcé, c'est tout ce qui est livraison à domicile. Alors là, on a mis livraison de repas, mais on a aussi la livraison de produits divers et variés. Alors, pour en rester sur ces livraisons de repas, le nombre de coursiers, on l'a écrit sur la diapo, multiplié par 5 en 3 ans. C'était un métier qui était très, très peu développé jusqu'à il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, le nombre de coursiers augmente de 60% par an. Donc, on n'est pas encore sur l'exponentiel, mais presque. On a vraiment là des métiers nouveaux qui respectent plus ou moins la loi. Hein. C'est-à-dire qu'un coursier en vélo, OK, les coursiers en voiture, c'est déjà, ou en scooter, c'est déjà un petit peu à la marge, puisque théoriquement, il leur faudrait une licence. Mais bon, voilà le genre de problème que ça peut poser. Le e-commerce, alors le commerce électronique, ça accompagne cette livraison de produits. On achète de plus en plus de biens en ligne. Bon, Amazon, c'est l'exemple type, mais on peut acheter pratiquement tout en ligne. Il y avait un article de ce matin dans les Échos, le commerce électronique va représenter 15% des achats en France prochainement.
Alors, en quoi ça pose problème? C'est que chaque acteur du commerce en ligne a sa propre organisation. Donc, si vous prenez des produits livrés par Amazon dans M2A, ça vient du nord de la France, de Lyon, de Paris, d'Allemagne. Et là, on a vraiment des flux de matière, des flux de camions, essentiellement, qui alimentent chacune des villes. Et chaque acteur du e-commerce a sa propre logistique, sa propre organisation. Donc, ça ne rend pas du tout facile une quelconque régulation au sens d'une organisation un petit peu harmonisée du secteur. Autre changement, bien sûr, on a les drives, ça c'est moins nouveau. On en a 33, 10 à Mulhouse. Mais ce qui veut dire qu'il y a aussi un recul du magasin physique. Les circuits courts, alors si ce n'est pas nouveau, mais ça tend à se renforcer. Quelque chose qui est fortement apparu avec le confinement et la crise sanitaire, c'est le click and collect. Je vais choisir mon produit sur Internet et puis je vais le chercher, je ne rentre plus dans le magasin. Et vous avez aussi les points relais, les consignes, c'est-à-dire des endroits où finalement le consommateur peut se rendre pour retirer un produit. Alors, si le point relais, si le drive n'est pas trop loin, ça va, on peut y aller à pied, mais généralement, ça veut dire aussi qu'on prend pas mal sa voiture pour aller toujours faire ses courses, sauf qu'on ne rentre plus dans le magasin. On n'a plus du tout le même rapport au commerce. Et puis, il y a d'autres changements qui sont en cours qu'on n'a pas mentionné sur cette diapo, mais c'est tout ce qu'on appelle les dark stores ou les dark restaurants, c'est-à-dire les commerçants de l'ombre ou les restaurants de l'ombre, c'est-à-dire des commerces ou des restaurants qui ne fabriquent que pour la livraison. Puisque les gens ne rentrent plus dans les magasins, finalement, ce n'est pas la peine de vouloir les faire aller au restaurant, on va leur livrer directement et on aura des commerces, ça existe déjà dans pas mal de villes, des grandes villes, on aura des commerces qui ne seront plus destinés au consommateur final, mais bien à la livraison, à tous ces coursiers qui livrent en 15 minutes en ville. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et je mentionne ça parce que c'est important, parce que ça veut dire que l'urbanisme va devoir réagir face à ce genre de nouvelles organisations, de nouveaux commerces, de nouveaux restaurants, etc., mais qui n'en sont plus vraiment. Ce qui pose une question, c'est la qualité de vie urbaine, d'une manière générale. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que cette logistique du dernier kilomètre, c'est une logistique de plus en plus complexe parce qu'on a une multiplication des acteurs, on a une multiplication des produits, on a une multiplication donc des flux de marchandises. Et on s'est dit, il faut essayer d'appréhender ces flux. Et on a hop là, et on a repris une vieille méthode qui avait été mise en place dans des études très très lourdes, très très longues, qui avaient été menées par l'école nationale des travaux publics de Vaux-en-Velin. Donc on a repris la méthode en la simplifiant. Notre but, ce n'est pas de dire il y a X ou Y milliers ou millions de mouvements de marchandises, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Où circulent les marchandises et relativement les uns aux autres, où sont les lieux à enjeu? C'est ça qui est important. Donc on l'a fait à une échelle départementale et on voit bien que selon les territoires que l'on va considérer, on aura des flux différents. Quand on est sur Mulhouse, on va avoir des flux qui vont être en grande partie, presque un tiers, qui vont être des flux liés aux entreprises de services. Lorsqu'on est dans le reste du Haut-Rhin, eh bien, on va avoir une tendance à avoir des flux beaucoup plus industriels, puisqu'on a des entreprises, j'allais dire un peu partout, des entreprises industrielles un peu partout sur le territoire du Haut-Rhin, et ce sont ces flux qui vont dominer. Si on cartographie ces flux à l'échelle du Haut-Rhin, on voit bien que les espaces urbains ressortent fortement. On a Saint-Louis et les communes attenantes tout à fait au sud.
On a bien sûr Mulhouse et la première couronne qui ressort parce qu'on a une concentration à la fois d'entreprises, de transporteurs, de grandes surfaces, de services bien sûr. Et puis on a Colmar, pareil, sa première couronne, puisque là aussi on va retrouver le même type. Alors ce qui est intéressant avec cette méthode, et encore une fois, il ne faut pas la prendre à la lettre, savoir exactement le nombre de mouvements, c'est juste pour indiquer les ordres de grandeur, c'est qu'on peut l'appliquer à l'échelle de chacune des villes qui sont concernées par des gros mouvements de marchandises. Et quand on l'applique à Mulhouse, on voit bien comment on peut faire ressortir des rues qui sont à enjeu, c'est-à-dire les rues qui probablement, ça demande à faire des vérifications de terrain, mais qui probablement sont des rues qui concentrent les mouvements de marchandises. Ça peut être intéressant parce que si on veut faire une politique de réduction, on y reviendra tout de suite après, de la place de la voiture ou du camion ou des énergies fossiles dans la ville, bien, il faudra attacher une importance particulière à ces lieux à enjeu. On le voit bien sur la carte de la ville de Mulhouse, il y a bien le centre historique de Mulhouse qui est concerné, puisqu'on a une concentration de boutiques, mais on a aussi d'autres lieux auxquels on ne pense pas spontanément, mais qui peuvent être des lieux en jeu. On le voit autour de DMC, mais on le voit aussi autour de l'hôpital. Un hôpital, ça peut créer aussi, générer beaucoup de flux. Et donc, c'est au moins une méthode qui nous permet de nous interroger et d'essayer de nous donner des pistes, de nous orienter sur des solutions adaptées à chacun de ces lieux en jeu. Il y a encore voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer au mieux ces flux, que ce soit des flux venant de la logistique mondialisée ou pour mieux gérer ces flux logistiques liés au dernier kilomètre? Alors, là, dans l'étude qui est en ligne sur notre site, à la page 63, il y a un tableau qu'on n'a pas reproduit là parce qu'il y aurait trop de choses à mettre. Mais déjà, on voit que tous les secteurs sont concernés. L'État, parce que l'État, lorsqu'il institue, par exemple, une zone à faible émission dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, bien oui, l'État joue un rôle à travers la législation. Les collectivités, bien, il leur appartient de mettre en place un certain nombre de mesures de protection de la santé des habitants, donc d'évitement de la pollution. Et puis, on a tout le monde économique qui est concerné parce qu'ils ont des camions, ils ont des camionnettes, ils ont des véhicules. Leurs salariés viennent travailler avec leurs véhicules. Et donc, il y a vraiment là une responsabilité, je dirais, partagée. Alors, le minimum d'ambition qu'on peut avoir, c'est bien sûr de verdir la flotte de camions ou de véhicules personnels, de réduire effectivement la pollution liée au transport et au flux de marchandises et de personnes sur le territoire. Pour les collectivités, je dirais, les objectifs sont variés avec des degrés d'ambition tout à fait différents. Il est intéressant de commencer à se poser la question de qu'est-ce qui fait partie de nos priorités? Est-ce que je cherche un cadre de vie? Je cherche une ambiance urbaine? Je cherche à garder de l'attractivité? Je cherche à aider mes commerçants et artisans? Je cherche à réduire la pollution, c'est une obligation. Et en fonction de ces objectifs que la collectivité va devoir de toute façon se donner dans le cadre notamment de l'adoption de la zone de la zone à faible émission, eh bien, il va falloir mettre en place des outils. Donc, les outils sont très nombreux, réglementation de l'accès poids lourd au centre-ville, création de centres de distribution urbains ou d'espaces logistiques urbains. On peut avoir des entrepôts, créer des entrepôts mutualisés, on peut
revoir la politique de mobilité en faveur des modes doux. Mais vous remarquerez que sur les deux vélos cargo qu'on a représentés, ils ne risquent pas de se balader sur des pistes cyclables classiques, et ni encore moins de se croiser. Ce qui veut dire qu'il va falloir aussi revoir notre politique, par exemple, en matière de pistes cyclables. Mais peut-être qu'on pourrait aussi travailler pour favoriser des points d'accueil, des points d'accueil pour les commerçants, pour les marchandises des commerçants, où ils pourraient aller chercher leurs marchandises plutôt que d'être livrés le matin par un camion. On pourrait envisager d'élargir le centre-ville piétonnier. On peut vraiment chercher à développer les circuits courts, etc. Et là, on a une multitude de réponses possibles pour améliorer la gestion de ces flux très diffus dans le tissu urbain, avec des niveaux d'ambition, encore une fois, qui restent à choisir, et ce sera le travail à faire par les collectivités. Et pour conclure, parce qu'on a déjà un peu débordé notre temps de parole imparti, je dirais qu'on a 4 types d'enjeux forts. On a un enjeu d'équipement du territoire, parce que ce qui dit camion électrique, véhicule électrique, véhicule H2, bah, elle va dire des pompes, que ce soit des pompes à gaz, des pompes H2, des bornes de recharge électrique. Il faut aussi, bien sûr, faire en sorte que les véhicules adéquats soient disponibles. Et là aussi, les collectivités, on l'a vu avec l'exposé de Stéphane, les collectivités peuvent prendre des initiatives de commandes partagées, etc. On a un deuxième enjeu fort, c'est la production d'énergie renouvelable. Si on veut produire, par exemple, de l'hydrogène vert, il faut qu'il soit décarboné. Donc, ça peut être du nucléaire, ça peut être aussi du renouvelable. C'est non seulement l'énergie du consommateur final, mais c'est aussi la production d'énergie pour décarboner l'industrie elle-même. C'est un énorme enjeu local, puisqu'on a beaucoup d'industries chimiques qui sont quand même des gros émetteurs. Et donc là, il y a un enjeu de réussir à baisser les émissions carbone de l'industrie. Le troisième enjeu, c'est bien sûr d'accompagner la transition énergétique pour les professionnels comme pour les particuliers. Et ça va être vraiment un travail à suivre ces 2-3 prochaines années, parce qu'on va être obligé de mettre en place la zone à faible émission. Et donc, les professionnels comme les particuliers vont devoir mettre au garage leurs véhicules les plus polluants, les remplacer ou trouver les alternatives. Et donc là, il y aura obligatoirement des efforts à faire pour accompagner cette transition. Les petites entreprises ne peuvent pas tout acheter des camions hydrogène 2 fois plus chers que des camions classiques. Les particuliers, de la même manière, ne peuvent pas remplacer toutes leurs vieilles voitures. Et on voit que Paris vient de repousser plus tard l'interdiction de certains véhicules. Et puis le quatrième enjeu, c'est un enjeu pour urbanistes, je dirais, mais c'est aussi un enjeu pour chacun des citoyens qui habitent la ville. C'est vraiment de penser une ville ou penser une agglomération de courte distance, ce qui veut dire qu'il faut arrêter de devoir systématiquement se déplacer en véhicule individuel pour aller faire un achat ou un autre. Alors, je vais arrêter là, juste pour vous dire qu'on vient de sortir un nouveau travail en janvier, qui est justement un premier memento, c'est un document de travail. Pour ceux que ça intéresserait, on a essayé de réfléchir à partir des exemples qu'on a trouvés en ligne, dans la littérature, etc., sur les enjeux de la création des zones à faible émission, qui vont nous prendre, je pense, pas mal de temps dans les mois à venir. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Si vous voulez réagir, poser des questions, n'hésitez pas, c'est à vous. Monsieur Wolf. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Donc, oui, moi, je voulais un petit peu réagir par rapport à la vision globale qu'on a de l'hydrogène, puisque c'est un peu présenté souvent comme la solution miracle, alors que l'hydrogène n'est pas une énergie, c'est un vecteur énergétique, et vous l'avez expliqué, donc il faut le fabriquer.
Et donc, il y a aussi beaucoup de pertes d'énergie pour fabriquer. Aujourd'hui, on la fabrique surtout à partir de gaz, parce que c'est le procédé le plus simple. Il est très énergivore, il est très carboné, mais il permet quand même d'avoir des rendements qui sont bien supérieurs à ceux de l'électrolyse, qui, elle, doit utiliser de l'électricité, qui est un autre vecteur énergétique. Et donc, il y a en gros 2 fois des pertes. Moi, j'avais déjà posé un peu les questions à Stéphane, quoi. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des comparatifs déjà aussi sur l'efficience énergétique de ces différents types de production? Parce que je me dis, à quelque part, si on va utiliser des énergies renouvelables qui existent déjà pour fabriquer de l'électricité et qu'on a déjà besoin de cette électricité, il va nous falloir des quantités énormes d'électricité pour remplacer ne serait-ce que déjà ce qui se produit en hydrogène, sans parler même d'aller plus loin sur des nouveaux usages comme les transports, qui évidemment sont très intéressants, hein. Et ensuite, j'avais aussi des questions. L'hydrogène étant un élément très léger, on parlait avant de le comprimer fortement pour le transporter. Je suppose que ça a aussi un bilan énergétique, cette compression. Il faut bien aussi de l'électricité pour comprimer le gaz et pour pouvoir le liquéfier et le transporter. Et est-ce que là aussi, tout ça, dans les bilans énergétiques, est-ce qu'on prend en compte l'ensemble de tous ces besoins et est-ce que, du coup, il y a vraiment un potentiel énergétique suffisant pour produire l'hydrogène? Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse dont j'ai connaissance. Il y en a d'autres où je n'ai pas forcément la connaissance technique fine. Alors, effectivement, ça, je ne l'ai pas trop précisé lors de mon exposé, mais l'hydrogène, c'est l'une des solutions. C'est pas la solution, c'est l'une des solutions par rapport à la problématique environnementale, par rapport aux gaz à effet de serre. Il y a aussi le biogaz, il y a le solaire. Donc aujourd'hui, la stratégie nationale française, c'est avant tout, l'objectif numéro 1, c'est de décarboner l'hydrogène industriel. Là, les 880 000 tonnes, aujourd'hui, elles sont quasiment toutes carbonées. Donc l'idée, c'est de verdir ce process. Après, il y a des logiques qui sont un peu différentes, notamment la logique allemande, où effectivement l'hydrogène est vu comme un vecteur énergétique par rapport à l'intermittence des énergies renouvelables. Donc ça peut être un vecteur de stockage d'électricité. Quand il y a beaucoup de vent, on produit l'hydrogène avec le surplus électrique. Par contre, effectivement, il y a une perte de rendement. J'ai eu entendre dans l'absolu, si à terme, on pourrait être à un rendement peut-être de 70%, 80%, peut-être qu'il y aura des personnes qui seront mieux répondre que moi. Mais effectivement, en termes d'énergie, il y a des pertes. Au niveau des réseaux, effectivement, des réseaux hydrogènes, en France, la philosophie, c'est d'avoir des écosystèmes territoriaux hydrogène, c'est-à-dire on produit et on consomme sur un petit bassin pour éviter justement d'avoir ces problèmes de transport. Par contre, les acteurs gaziers réfléchissent à l'adaptation de leur conduite et souhaiteraient développer un réseau hydrogène européen. Et l'Allemagne s'inscrit un peu dans cette logique-là, parce que pour eux, l'hydrogène, ça fait vraiment partie de leur mix énergétique. Voilà. Après, je n'ai pas répondu à toutes les questions. J'ai donné quelques éclairages, mais effectivement, l'hydrogène, ce n'est pas la solution miracle, c'est l'une des solutions. On avait une question de Monsieur Riff. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Non, je voulais intervenir sur le sujet de la logistique urbaine. Je crois que l'agglomération aujourd'hui est déjà très concernée par ce sujet-là. Je prends un exemple avec Amazon. Amazon est installé à Fontaine et va monter en charge à Neuillembourg.
et fait appel en fait à des sous-traitants, à des entreprises privées pour faire des livraisons sur l'agglomération de Mulhouse. Aujourd'hui, ce type d'exemple, vous avez DHL qui est installé à Itzac, qui fait aujourd'hui 50% de son activité, ce qu'on appelle du B2C, c'est-à-dire vers les particuliers. Le centre courrier de la Poste, qui est installé au Coteau, aujourd'hui est en train de transformer sa plateforme en ce qu'on appelle une plateforme de livraison de colis, plus que de courrier. Tous ces sujets-là démontrent en fait qu'il y a une nécessité dans les agglomérations, dans le cadre de la mise en place de la ZFE, d'organiser cette logistique urbaine du dernier kilomètre. Il n'est pas possible d'aborder le sujet de la ZFE sans traiter ce sujet de livraison des derniers kilomètres avec le développement de l'e-commerce. Et les exemples de villes qui sont très avancées sur la ZFE, aujourd'hui, démontrent que c'est le premier sujet qui est traité. Et il y a des villes qui sont en avance, comme Toulouse, Montpellier, Nantes, Strasbourg, qui travaillent ces sujets-là. À travers la ZFE, ils abordent le sujet du dernier kilomètre et des livraisons des derniers kilomètres. Et ça, c'est un sujet qui est un sujet politique, d'organisation de l'agglomération. Et je pense qu'il faut aborder ce sujet-là sous cet angle-là, et pas subir, parce que le phénomène est en train de s'accélérer. Et quand tout à l'heure, on citait le chiffre de 15% du commerce lié à l'e-commerce, d'ici 2025-2026, on parle d'un doublement de ces 15%. Il faut imaginer le volume de livraison que ça va susciter et les changements de comportement en termes de consommation. Si vous prenez un autre exemple qui va concerner l'agglomération, c'est l'avenir des grandes surfaces. Je citais l'exemple, par exemple, récent et d'actualité de l'avenir de Carrefour à Napoléon, qui est touché par ces phénomènes de développement de l'e-commerce. Donc, dans la politique ZFE, il faut absolument aborder ce thème, et ça devient un thème majeur et prioritaire. L'exemple doit venir en fait des professionnels par rapport aux particuliers. On ne peut pas abonder ou pousser à une réduction de l'usage de la voiture sans traiter en termes de signes le sujet des livraisons du dernier kilomètre. Merci pour cette réaction. Je dirais qu'on ne peut que partager ces préoccupations. Je crois que les deux années qui viennent vont être largement occupées à mieux organiser cette logistique du dernier kilomètre dans le cadre de la ZFE et à trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour toutes les parties prenantes, bien sûr. Je propose de passer la parole à la personne d'Engie. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Carpentier, je suis le délégué régional du groupe Engie en Grand Est et basé en Alsace. J'avais deux remarques à vous faire, à partager avec vous. Le premier concernant l'hydrogène. Vous avez mis en avant la production massive d'hydrogène. Donc ça, en effet, quand on regarde, c'est vertueux à long terme. En revanche, c'est aujourd'hui inapplicable et on peut le voir nous, sur l'ensemble du territoire. C'est extrêmement compliqué, voire même impossible de développer des gros écosystèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'usage. Vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport. Même les process industriels aujourd'hui sont en phase d'étude pour savoir comment remplacer le gaz par de l'hydrogène. Et donc, on sait très bien que cette production massive ne sera applicable ou valable que dans une dizaine d'années. En revanche, et vous avez pris l'exemple de Dijon, qui veut muter ses 200 et quelques bus. On est le partenaire, Engie est le partenaire de la ville de Dijon sur ce projet-là. Il est prévu dans la première étape de ne muter qu'une dizaine de véhicules et de faire un essai. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'enthousiasmer sur les très gros projets. En revanche, sur les petits, c'est-à-dire une station qui correspond, je vous parlais tout à l'heure de la plateforme de la Poste, il est tout à fait possible sur des flottes captives, sur peut-être des bennes à ordures ménagères d'une collectivité, de créer un petit écosystème qui pourra derrière grandir et participer à un écosystème beaucoup plus grand. Et je reviens sur la partie mobilité.
L'hydrogène, et M. Wolf l'a très bien dit, n'est qu'un vecteur. Il fera partie d'un mixte énergétique sur la mobilité, mais au même titre que le gaz et l'électricité, peu importe l'origine de l'électricité, un nucléaire ou d'énergie renouvelable. Et c'est ce mixte-là qui doit être mis en avant dans le cadre de la ZFE. On le voit bien aujourd'hui, et le cas sur Strasbourg est vraiment flagrant. Beaucoup de gens veulent y aller, mais ne peuvent pas acheter de véhicules parce qu'ils n'ont pas moyen ni de charger en électricité, ni de charger en gaz, ni même d'envisager l'hydrogène dans quelques années. Voilà, donc bien avoir ça en ligne, en tête. Les gros projets, c'est super, mais pas dans l'immédiat, en tout cas pas dans les 10 prochaines années. Et puis la mobilité doit vraiment être dans un mixte électricité, hydrogène, électricité. Merci. Merci pour ces précisions. Effectivement, on est dans un univers où il faut commencer petit, tester les choses, etc. C'est ce qu'on avait un peu précisé, mais effectivement, les contours ne sont pas toujours... Les grands projets rassurent, mais passons par des projets plus réduits et voyons si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, et ajustons, avançons pas à pas. Je propose de passer la parole à Madame Dubié et après à Monsieur Fuchs. Madame Dubié? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. On vous entend mal, vous êtes lointaine. Ah, excusez-moi, j'essaye de régler ce problème. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, oui. Est-ce que ça va mieux? On vous entend de loin, mais ça peut aller. Si vous parlez fort, ça ira peut-être. Oui. Est-ce que ça va mieux cette fois-ci? Oui, là, Oui. ça va mieux. Oui. Ok, super, excusez-moi. Donc oui, en fait, je voulais revenir sur le sujet du biogaz parce qu'en fait, donc, alors peut-être que vous en avez parlé et que j'ai raté cet épisode, mais la Solea donc, a investi avec M2A donc, une quarantaine de bus qui marcheraient au biogaz. Et quel est donc, en fait, donc on parle beaucoup de l'hydrogène et pour l'instant, donc on ne sait pas, après ce que j'ai compris, il y a quand même quelques incertitudes, mais le biogaz, donc pour l'instant, il existe et il marche. Et moi, j'aimerais savoir quel était le potentiel de développement du biogaz dans la région et puis surtout, quels étaient ses avantages ou ses inconvénients rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Alors sur le biogaz et sur la station qui s'est créée à Sausheim, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du pôle transport par rapport aux capacités. En tout cas, moi, j'ai pas d'éléments. Mais concernant le biogaz, c'est un vecteur énergétique qui est vraiment intéressant parce que au final, on récupère les gaz émis par le méthane par la station d'épuration de Sausheim, qui est réinjecté dans le réseau et grâce aux garanties d'origine, les bus Solea qui sont à Merzo peuvent se charger au gaz décarboné. C'est l'une des solutions. Aujourd'hui, le réseau Solea, il y a des bus électriques, il y a des bus au gaz, il y a des bus diesel. Les normes, notamment dans la loi climat, je crois que pour les collectivités, il y a une exigence plus forte encore dans l'achat de bus propres ou de camions propres. Et au niveau de L2A, il y a l'objectif d'acheter 2 bennes à ordures à hydrogène aussi, donc de tester quelque chose par rapport à l'hydrogène. Donc, je dirais au niveau, après, je ne suis pas un expert de l'énergie, mais c'est vraiment l'ensemble des solutions qui peuvent être intéressantes. Gaz, hydrogène, électricité, et le bon mix va se dégager. On apprendra en marchant, j'aurais tendance à dire ça. Après, il n'y a personne du pôle transport, je crois qu'il s'est inscrit pour préciser des choses. Donc voilà les éléments de réponse que je peux apporter. Je propose de passer la parole à Monsieur Fuchs. Monsieur Fuchs? Oui, bonjour. On m'entend? Bonjour. Voilà. Merci pour cette explication qui était vraiment très intéressante. J'ai été attentif par rapport à ce qu'on appelle décarboner, donc ces énergies. Bon, on a entendu, c'est un réel avantage. Je pense qu'il y a un réel intérêt aussi par rapport à ça, même si le besoin d'électricité est important pour arriver à cette conclusion. Moi, je m'inquiète aussi un peu au sujet de l'eau. Électrolyse de l'eau nécessite aussi beaucoup d'énergie et surtout, est-ce qu'on n'est pas dans le paradoxe où aujourd'hui l'eau devient denrée rare et qu'elle doit être préservée aussi à son tour? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce conflit de situation?
Alors, vous pointez quelque chose d'important, Didier pourra compléter. Effectivement, la production d'hydrogène, et ça, je n'ai pas insisté dessus lors de la présentation, ça consomme de l'eau. Ça consomme de l'eau pour produire de l'hydrogène, parce que l'électrolyse, ça consiste à faire passer l'électricité dans de l'eau et de séparer les molécules d'oxygène et d'hydrogène. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut de l'eau pour ça, et il faut de l'eau aussi pour refroidir le processus. Pour avoir un ordre d'idée des volumes d'eau nécessaires à la production d'hydrogène, par exemple, il va y avoir une méga factory hydrogène qui va se créer à Dunkerque, qui va générer, je crois, 20 000 tonnes ou 25 000 tonnes d'hydrogène par an. Et bien, cette entreprise, pour créer l'hydrogène, pour refroidir l'hydrogène, va consommer, je crois, l'équivalent de 2 millions de mètres cubes d'eau par an. Alors, ce chiffre, ça ne veut rien dire, 2 millions de mètres cubes, on ne se rend pas compte. Mais grosso modo, vous prenez un lac vosgien de taille moyenne, comme le lac du Ballon, le lac d'Asfeld, ou un petit lac de la vallée de Münster. Ils font en général 1 million de mètres cubes. Donc, c'est 2 fois le volume de ces lacs qui serait consommé par cette entreprise. Donc, il y a un nécessaire travail de sensibilisation par rapport à l'environnement, la prise en compte de ces aspects environnementaux dans le développement de gros projets d'hydrogène, effectivement. Didier, tu voulais compléter? Non, effectivement, juste pour dire qu'il faudra être très très attentif parce que l'eau est une ressource, comme vous l'avez dit, M. Fuchs, de plus en plus rare. Et ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre n'importe quelle entreprise de production d'hydrogène n'importe où, et qu'il va falloir parallèlement bien trouver des ressources en eau, à mieux valoriser les ressources en eau. Je pense à tout ce qui est eau usée, etc., qui pourrait être, après épuration, etc., utilisé à cette fin. Mais ce qui veut dire que ça augmente d'autant le coût de la production. Ouais. Monsieur. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ce qui nous rappelle que chaque solution, entre guillemets, pose ses propres problèmes. Donc, si notre objectif, c'est de décarboner, l'hydrogène peut être une partie de la solution, mais elle posera elle-même une partie de la solution, de la même manière que la production électrique pose d'autres problèmes, quelle que soit la manière dont on la produit. Et donc, il va falloir faire des études très fines sur l'intérêt de ces alternatives. Merci. Merci Didier. Monsieur Riff souhaitait prendre à nouveau la parole. On vous écoute. Monsieur Riff? Non, je pense qu'il avait Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, il y a juste ça. Oui, il y a une question dans le chat. La gazéification, la biomasse, la quête forestière comme moyen de production d'hydrogène vert ne faisait pas partie de la présentation. Pourquoi? Nous, on est resté. Les process de fabrication d'hydrogène, on les avait détaillés dans l'étude. Nous, dans la présentation, on n'est pas rentré dans un détail trop fin. On a vraiment simplifié au maximum. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'électrolyse. C'est l'un des vecteurs le plus mis en avant. Mais il y a d'autres process qui sont également verts, qui sont assez techniques et qui sont également présentés dans l'étude. Je pense notamment au Val d'Azeb. Il y a des trucs assez importants sur ces sujets-là. On a une question de Monsieur Grandjean. Monsieur Grandjean, vous écoute. Oui, bonjour, donc Bruno Grandjean pour le véhicule du futur. Je voulais d'abord vous remercier pour ces deux doubles présentations et dire aussi que sur l'hydrogène, il y a une situation qui est très complexe, mais en même temps très riche parce qu'on parle de production, on parle de distribution, d'utilisation. Il y a aussi tout ce qui est fabrication d'équipements, développement d'équipements pour faire utiliser l'hydrogène. Et je voulais juste signaler que j'ai quitté ici à Mulhouse une réunion pour venir écouter le webinaire avec un certain nombre d'entreprises, dont des entreprises locales qui travaillent sur
sur la pile à combustible pour l'utilisation de l'hydrogène et qu'on a un écosystème économique aussi qui est émergent certes, mais prometteur et dynamique sur la thématique de la pile à combustible et de tout ce qu'il y a autour. Et donc, c'est aussi une opportunité économique pour les acteurs du territoire, au-delà de tout le reste dont on a parlé. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il est midi 10. On va vous proposer de lever la séance. Pour information, donc l'ensemble des publications, que ce soit sur la logistique, sur l'hydrogène, sur la zone à faible émission, sont téléchargeables sur notre site internet. Donc tout est public, donc n'hésitez pas à les utiliser, à les mobiliser dans vos travaux. Et nous, on est toujours disponible pour vous présenter ponctuellement ces travaux. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et à bientôt pour un prochain avant-midi.